Bonjour. Est-ce que tout le monde est bien connecté? On va avoir Le chat. Participants. QR, voilà. Donc vous pouvez. Ok, c'est bien. Parfait. Donc on va commencer. Donc bonjour à l'atelier 18 sur la gestion, en fait, ça porte sur les solutions techniques de gestion à la source des eaux pluviales et leur efficacité. Donc c'est un thème il y aura 3 présentations. Une qui va être faite par Alexandre Fardel, donc, chercheur au CSTB. Bonjour à tous. Cédric Fagot, qui est animateur du GE7 sur un document normatif fascicule sur le traitement des eaux pluviales. Bonjour. Et moi-même Abdelhakel, qui terminerait par un petit rappel, enfin un petit élément de contexte sur la construction dans le domaine de l'assainissement. Donc, je vous propose de commencer par l'intervention de M. Fardel. Je lui passe le micro. Merci. Et je déclenche le premier slide, c'est ça? C'est ça. Voilà. Donc là, tu peux démarrer. Oui, merci Abdel. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je suis Alexandre Fardel, ingénieur au CSTB. Donc moi, dans le cadre de cette présentation, je vais revenir sur un des volets d'un projet de recherche qui a eu lieu entre 2015 et 2019, le projet Matryoshka, qui était coordonné par l'ISTAR, qui est maintenant l'université Gustave Eiffel, et qui s'intéressait à l'évaluation des performances et du fonctionnement de techniques de gestion à la source des eaux pluviales. Et le CSTB est intervenu dans ce projet, notamment au niveau d'une tâche qui consistait à évaluer le fonctionnement et les performances de nous. Donc c'est là-dessus que se base la présentation de ce jour. Donc je souhaite aussi attirer l'attention des maîtres d'ouvrage sur l'intérêt d'assister à cette présentation, puisqu'ils sont actuellement confrontés à un empilement de technologies qui sont mises sur le marché, qu'elles soient industrielles ou basées sur la nature, sans avoir de garantie scientifique véritable sur les performances et le fonctionnement de ces technologies. Et donc, dans le cadre de cette présentation, on va apporter une première base, notamment à travers la présentation d'une méthodologie expérimentale qui permet de caractériser de manière robuste et fiable les performances de ces ouvrages. Alors, dans le cadre de cette tâche, nous, on s'est intéressé au nous. Alors, pourquoi on s'est intéressé à ces ouvrages qui sont des fossés qui sont assez larges, souvent végétalisés? Eh bien, parce qu'ils sont en plein essor dans les collectivités. Alors, ils sont aménagés en bord de route, dans des parkings, dans des écoquartiers, pour traiter à la fois des eaux de voirie ou des eaux de toiture, par exemple. Alors, ces ouvrages, ils sont a priori connus au niveau des principes pour proposer une fonction hydraulique et a priori épuratoire, sans qu'il y ait néanmoins de garantie pour le maître d'ouvrage d'un bon fonctionnement de ces systèmes et de leur performance. Autre aspect qui présente pas mal d'incertitudes encore actuellement, c'est qu'il y a pas mal de variantes, il y a une grande typologie de nous depuis une vingtaine d'années. Donc une typologie notamment en termes de sol, parce que vous pouvez retrouver des nous de filtration qui comportent un massif filtrant, par exemple, très perméable, ou des nous classiques enherbés. Et là, derrière, l'idée, c'est aussi de renseigner le maître d'ouvrage sur l'intérêt de poser tel ou tel type de nous, quid aussi de leur efficacité. Donc quand on parle d'évaluation, qu'est-ce qu'il faut étudier? On peut se rapporter à 3 grands volets pour ce type d'ouvrage. Donc il y a tout d'abord le volet hydraulique, donc l'évaluation du fonctionnement de l'hydraulique de ces ouvrages, soit par infiltration, soit par canalisation du flux d'eau, par surverse. Quelles sont les performances de ces ouvrages? Ils peuvent être capables d'abattre des volumes d'eau ruisselée, ils peuvent être capables d'abattre des débits de pointe. Est-ce que ces performances sont stables par rapport à toute une gamme de pluies? Parce que vous pouvez avoir des pluies plus ou moins intenses. Ensuite, il y a un volet épuration. Ces ouvrages, a priori, ils sont dotés de fonctions épuratoires. Donc, quel type de polluants ils sont capables d'abattre? Quels sont les mécanismes, les processus qui se mettent en place au sein de ces ouvrages pour permettre l'épuration des eaux de ruissellement? Donc, ce sont des questions qui doivent être posées lors de l'évaluation de ces systèmes. Alors, il y a bien sûr, vu que les polluants ils sont charriés par les eaux de ruissellement, un lien mécanique entre le fonctionnement hydraulique de ces ouvrages et puis le fonctionnement épuratoire de ces ouvrages. Autre volet qui fait écho à la slide précédente,
Il concerne la conception, l'aménagement de ces ouvrages, qui fait écho à la grande diversité de typologies, par exemple, de nous, que j'évoquais précédemment. Donc, quel est l'impact de cette conception-là sur le volet épuratoire et hydraulique? De même, j'ajoute qu'en fonction du site d'implantation, on peut avoir une grande variété dans le fonctionnement et dans la réponse de ces systèmes. Donc derrière aussi, qu'est-ce qu'il faut préconiser pour pouvoir conseiller aux maîtres d'ouvrage du coup un bon aménagement et des performances qui sont stables dans le temps. Alors autant que faire se peut, on a essayé d'étudier chacun de ces volets. Là, on ne peut pas tout faire sur un projet, donc on a listé des paramètres qui nous semblaient clés d'importance. Pour le volet conception-aménagement, donc on a fait un focus sur une comparaison entre une noue standard, qui correspond à un ouvrage qui est simplement terrassé et enherbé, versus un ouvrage qui est a priori doté de meilleures performances épuratoires, qui sont les noues de filtration dotées d'un massif filtrant. On a aussi décidé de faire une comparaison entre une alimentation en tête, puisque ces ouvrages ils peuvent être alimentés par une buse, avec une alimentation qui se fait de façon longitudinale, ou alors ils peuvent être alimentés latéralement, c'est typiquement le cas de noues de bord de voirie. Donc derrière, quelle est la différence entre ces deux types d'alimentation et quelles préconisations donner aux maîtres d'ouvrage? Au niveau du critère du volet hydraulique, là on a plutôt fait le focus sur des pluies fréquentes pour étudier l'ouvrage dans son mode de fonctionnement courant. Et enfin, sur le volet épuratoire, là on a fait le focus sur certains types de micropolluants qui présentaient des risques toxiques de façon chronique pour les milieux récepteurs et pour la vie aquatique, par exemple. Donc le zinc, qui est un élément trace métallique assez connu, deux types de polluants organiques, de nature organique, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, que vous pouvez retrouver par exemple dans le diesel, et le glyphosate, qui est l'herbicide le plus utilisé au monde. Donc notre but dans cette démarche d'évaluation, c'est de connecter des données robustes pour permettre d'avoir des caractérisations qui sont fiables derrière. Alors la grande complexité dans l'étude de ces systèmes, c'est qu'il peut y avoir des apports en entrée qui sont très variables suivant les sites d'implantation. C'est pour ça qu'on a décidé de maîtriser les apports en entrée. Et donc l'idée, c'était de proposer donc, une expérimentation contrôlée sur des noues à échelle 1. Donc cette expérimentation contrôlée, elle s'est appuyée sur le grand équipement Aquasim, dont le CSTB est le seul en France à disposer de ce type de grand équipement, qui permet, là vous voyez sur la figure de droite, la photographie de droite, donc d'aménager des dispositifs d'échelle 1 à la partielle, dans lequel derrière on peut réaliser par la suite des expérimentations contrôlées en les alimentant avec des flux d'eau qui sont de différentes natures. Ça peut être des flux d'eau usée, là c'est des flux d'eau pluviale ou même des flux d'eau grise. Donc concrètement, au niveau de cette plateforme d'assainissement, vous voyez sur cette diapositive, le dispositif qu'on a pu aménager. Donc on a pu aménager les deux types de noues dont je vous parlais. Donc une noue standard, tout d'abord, qui est constituée d'un sol qui était excavé sur place, qui correspond dans la classification américaine à un silt loam, donc un loam limoneux. Et puis une noue de filtration avec un massif central filtrant, c'était le fameux massif amendé dont je vous parlais. Donc il y a un sable très perméable qui permet de filtrer a priori les eaux de ruissellement. Au niveau des dimensionnements de ces dispositifs, donc on était contraint par la géométrie de l'ouvrage d'accueil, et sinon tout ce qui est pente par exemple suivait les préconisations qu'on peut retrouver dans la littérature technique européenne ou même anglo-saxonne. Alors derrière, il a fallu évaluer le fonctionnement de ces ouvrages, et donc on a souhaité reproduire la réalité pour donner des préconisations fiables aux maîtres d'ouvrage. Donc il a fallu pour cela concevoir un simulateur de ruissellement qui nous permettait d'alimenter ces ouvrages avec des événements pluvieux réalistes. Donc c'est ce que vous voyez, la cuve là, que vous voyez sur la photographie du dispositif. Donc qui nous permettait d'alimenter en simultané les deux ouvrages pour pouvoir procéder à des comparaisons robustes de leur fonctionnement. En tête, pour simuler le fonctionnement longitudinal dont je vous parlais, ou latéralement, pour simuler le fonctionnement d'une noue de bord de route.
Donc ce dispositif, je vais y revenir dans la slide suivante, il nous permettait de maîtriser donc, les entrées, les flux d'eau et les flux de polluants. Donc l'avantage, c'est de pouvoir maîtriser les flux d'entrée sur ce type de dispositif, de pouvoir aussi adapter toute la chaîne de mesure qu'il y a derrière, parce que vous avez par exemple des capteurs de teneur en eau, pouvoir caractériser les flux d'eau dans ce type de dispositif. Et tout cela pour pouvoir, derrière, proposer une caractérisation fiable et robuste des réponses en sortie de ces ouvrages. Alors, adossé à ce travail expérimental de conception de dispositifs et de mise en place, il y a derrière un travail de méthodologie, puisqu'il faut pouvoir reconstituer des événements pluvieux qui sont réalistes. Donc là, derrière, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a eu toute une analyse de la pluviographie locale, par exemple, pour pouvoir proposer des événements pluvieux réalistes et représentatifs de la pluviométrie nantaise. Donc, avec deux types d'événements qui étaient simulés en entrée de dispositif. Donc, des événements fréquents, donc de pluie de 5,6 mm et 10,8 mm. Et puis, un événement un peu plus intense de 32 mm sur 2 heures dans la NOU standard, puisque ce dispositif il est aussi utilisé pour canaliser les flux d'eau sur des événements un peu plus intenses. Il y a également 3 types d'eau qui ont été étudiés. Donc l'eau de base, c'est une eau de toiture qui provient d'une toiture en acier galvanisé dont on dispose sur site au CSTB. Donc on a pu caractériser la matrice. Et donc cette eau de toiture, elle a été riche en zinc avec une concentration qui est comprise entre 250 et 400 microgrammes litre. Donc ça, c'est une concentration typiquement qu'on retrouve en sortie de toiture en acier galvanisé. Et puis derrière, l'intérêt, c'était aussi de voir le comportement de ces ouvrages par rapport à des eaux typiquement de plus de voirie au niveau de la typologie. Donc là, qu'on a dopé du coup avec 2 hydrocarbures aromatiques polycycliques, le phénanthène et le pyrène, pour des concentrations d'environ 3 microgrammes litres, et le glyphosate, pour des concentrations qui varient entre 2,5 et 6,5 microgrammes litres. Et enfin, une dernière eau de toiture, où là, on rajoutait aussi des matières en suspension, avec une alimentation qui pouvait se faire pour la pluie de 10,8 mm en longitudinal ou en latéral. Derrière, l'idée aussi et l'intérêt de ce type de dispositif, c'est de pouvoir reproduire ces événements pour pouvoir analyser de façon fiable et robuste les réponses de ces systèmes, quid notamment de la répétabilité de ces systèmes quand on reproduit les événements. Donc j'en viens maintenant aux principaux résultats. Donc tout d'abord sur le volet hydraulique. Donc ce qu'on a pu caractériser, c'est que pour les plus fréquentes, globalement, on avait une très bonne infiltration au sein des noues. Alors au niveau de la noue de filtration, là c'est la flèche en orange, on avait une infiltration qui était totale pour les plus fréquentes. C'est du sable, ce qui est assez logique, vu que c'est un massif qui est très, très perméable. Pour la noue standard, là, on avait quand même une bonne infiltration, donc à plus de 50%, pour les événements fréquents, notamment pour l'événement à 5,4 mm, de l'ordre de 40% pour l'événement, donc proche des 50% pour l'événement à 10,8 mm. Donc quand même une bonne capacité aussi d'infiltration des plus fréquentes dans ce type d'ouvrage. Même s'il présente un sol, lui, qui est bien moins perméable que le sable, qui est le loam limoneux. Donc, par contre, j'attire l'attention du maître d'ouvrage sur le choix du sol qui est prépondérant dans le fonctionnement hydraulique de ce type de système de traitement des eaux pluviales. Derrière, là, vous voyez un graphique qui représente l'évolution de l'abattement en débit de pointe dans la noue standard en fonction de l'intensité de l'événement pluvieux. Et ce qu'on observe, c'est que par contre, pour une pluie plus intense, on a une dégradation des performances qui s'explique par une infiltration qui est moindre. On passe plutôt sur un système qui fonctionne en canalisant le flux avec une surverse. Quid de l'effet de l'alimentation? Eh bien, ce qu'on peut voir là au niveau, en tout cas, de l'indicateur abattement de débit de pointe, c'est qu'on a, en alimentant latéralement ces systèmes, un abattement qui est accru. Ça s'explique aussi, ces meilleures performances en alimentant latéralement, en ayant une meilleure alimentation de l'ouvrage au niveau de la répartition du flux d'eau au sein de l'ouvrage. Maintenant, sur le volet épuratoire, alors on a pu démontrer qu'effectivement, les noues elles étaient capables de réduire significativement les quantités de micropolluants rejetés en aval. Donc pour la noue standard, qui est un ouvrage qui est assez simple à mettre en place, qui est peu coûteux,
on a été assez surpris, hein, la NOU standard permet d'abattre quand même significativement les quantités de micropolluants, avec une gamme d'abattements qui est compris entre 35 et 85%. Des abattements qui sont un peu plus faibles pour le glyphosate, j'y reviendrai. Pour la noue de filtration, là, qui était dotée a priori d'un massif spécifique pour faire du traitement, là, effectivement, on avait de meilleurs abattements, avec des abattements qui pouvaient même atteindre les 100% quasiment en masse. Alors là, l'hydraulique aussi permet d'expliciter ces résultats épuratoires, et notamment le rôle de l'infiltration, hein, parce que la majorité des processus qui vont dépolluer et épurer les eaux de ruissellement, ils siègent au sein de la matrice sol. Alors par contre, pour la noue standard, il y a éventuellement quand même un risque de transfert de pesticides vers la nappe. Donc en général, ce sont des ouvrages qui ne sont pas étanchés, hein, c'est un simple terrassement. Donc il faut quand même être vigilant. Il y a potentiellement des risques d'écoulement préférentiel dans ce type d'ouvrage, avec potentiellement derrière du coup un risque de transfert de pesticides vers la nappe. Donc là, il faut faire attention pour le maître d'ouvrage, quand il met en place ce type de système, de faire attention à la configuration du site et à la présence de nappe, quoi. Alors, ce qu'on a vu, c'est que le meilleur abattement de la pollution à travers ce graphique qui présente les gains de performance de la noue de filtration par rapport à la noue standard, il était mis en place ce meilleur abattement au niveau de la noue de filtration avec systématiquement donc, des gains qui oscillaient entre 15 à jusqu'à 80% pour le glyphosate, et également systématiquement un meilleur abattement de la pollution avec une alimentation latérale diffuse de ces ouvrages, hein. Dû du coup, là aussi encore, au rôle de l'hydraulique, avec une meilleure répartition du flux au sein de ces ouvrages, un temps de séjour un peu plus long, qui permettait du coup de meilleurs process en termes d'intensité. Ah oui, du tout. Alors non, les couleurs sont bonnes, hein. C'est juste que là, l'alimentation latérale, c'est la comparaison entre la noue de filtration et la noue standard. C'est juste que du coup, on diminue un petit peu quand on alimente latéralement. En comparaison, là, c'est comparaison entre les deux ouvrages. Du coup, c'est pour ça. Le graphique est un peu trompeur. Ouais, je pense que par rapport à oui. Donc, au niveau du bilan, Non, mais c'est reviens. Ah non, là, ce qu'il y a, c'est que l'alimentation latérale diffuse, ce graphique-là, il ne permet pas de le voir. Ce graphique-là, il permet de comparer les performances entre la noue de filtration et la noue standard. On a systématiquement un gain de performance pour la noue de filtration. Par contre, ce gain de performance, il est moindre quand on l'alimente latéralement, parce qu'en alimentant latéralement les deux noues, on va quand même améliorer du coup les performances, là, cette fois-ci, de la noue standard par rapport à la noue de filtration. Parce qu'on va améliorer la répartition du fluide d'eau. Ouais. Voilà. Là, c'est entre les deux ouvrages. Il a fallu 2 slides, là. Ouais. J'ai essayé de simplifier, mais oui. Tout à fait. Donc, au niveau du bilan maintenant, qu'est-ce qu'on peut en retenir de cette expérimentation contrôlée, maîtrisée à échelle 1? Eh bien, c'est que ça nous a permis de caractériser de manière robuste les fonctions hydrauliques et épuratoires de deux principaux types de noues. Donc, ça nous a permis aussi de montrer l'intérêt, quand même, quand on essaye d'évaluer le fonctionnement de ces systèmes, de caractériser à la fois leur fonctionnement hydraulique et épuratoire pour pouvoir analyser ce qui se passe. Ça a permis de démontrer qu'effectivement, il y avait un intérêt d'aménager des noues pour infiltrer et traiter en tout cas les pluies courantes, et puis que ces systèmes en général, ils sont quand même assez peu coûteux à mettre en place par rapport à des solutions industrielles, et qu'ils ont parfois même même souvent des performances qui peuvent être meilleures que des solutions industrielles qui peuvent être, elles, plus onéreuses. Ce qu'on a aussi pu mettre en évidence, c'est bien sûr l'impact significatif de la conception d'une noue, donc que ce soit en termes de choix de matériaux ou de l'implantation, qui va driver derrière le sens du flux, hein, sur son fonctionnement et ses performances. Par contre, un des enjeux, une des limites encore, ce qui reste à évaluer, c'est la durabilité de ces systèmes dans le temps. Et c'est d'ailleurs une des missions du CSTB, hein, c'est de garantir la pérennité des ouvrages. Donc c'est là-dessus que nous, on souhaite progresser. Quid de la stabilité des performances dans le temps, et quid des méthodes d'entretien à apporter. Alors, ce que je voulais dire maintenant en perspective, c'est qu'il y a en prenant un peu de recul sur ce sujet, c'est qu'il y a un fort besoin d'évaluer les techniques de traitement actuellement des eaux pluviales, hein, qui sont basées sur la nature ou qu'elles soient industrielles dans leur fonctionnement. Donc, si vous prenez une technique de traitement des eaux pluviales, elle peut être associée à d'abord une configuration visée, un domaine d'emploi, qui est d'ailleurs associé à des fonctions,
des performances potentielles, une durabilité, un entretien. Et là-dessus, il y a peu de choses encore qui existent. Donc, il y a une importance à évaluer tout ça. Et cette évaluation, elle pourrait notamment reposer sur une application des méthodes d'essai qu'on a pu tester et appliquer au niveau de nos nœuds à échelle 1. Et aussi, il faut développer de nouvelles méthodes, bien sûr. Alors, si vous souhaitez aller plus loin sur ce travail, là, j'ai mis quelques références scientifiques. Et puis, je vous remercie pour votre attention. Je vais passer la parole à Monsieur Fagot. Non, attends. Merci Alexandre. En fait, tous ces travaux ont été publiés dans la revue Stoten, qui était une revue scientifique de très haut niveau dans l'environnement. Je crois que c'est la plus élevée. Au-dessus, il y a d'avoir le Water Research. Encore, c'est un domaine beaucoup plus restreint que l'environnement dans Water Research. Donc, félicitations pour cette publication. Point suivant, donc on va passer à une autre approche qui est celle d'une approche normative ou pré-normative. Cédric va nous expliquer sur comment on peut codifier des techniques de traitement notamment à l'échelle de l'AFNOR. Merci. Bonjour à tous. Attends, je vais le faire. Donc, je suis Cédric Fagot, je suis responsable d'activité service chez ACO et animateur du GE7. Donc, il y a pas mal d'acronymes là, je m'en excuse, mais je vais vous les expliquer très rapidement. Donc, l'AFNOR, c'est l'Association française de normalisation. On a travaillé au sein de la PCSE. La PCSE, c'est la commission chapeau qui s'occupe de tous les sujets d'assainissement. Et au sein de cette commission, il y a des sous-groupes, il y en a plusieurs dizaines, qui ont chacun une spécialité. Donc, le GE7, sa spécialité, c'est les eaux de ruissellement. Donc, j'ai le plaisir d'animer ce groupe depuis 5 ans, avec l'assistance de Samantha, qui est chargée de mission à l'AFNOR. Nos objectifs, clairement, c'était de travailler sur un référentiel technique pour les solutions qui existent actuellement sur le marché français en termes de dépollution des eaux de ruissellement. Alexandre l'a souligné, mais on l'a bien observé, il y a un déferlement en fait d'équipements sur le marché, de solutions, vraiment de différentes solutions. Et on est aujourd'hui avec une absence complète de référentiel technique. Donc notre objectif, c'était de créer un référentiel technique. Au préalable, dans ce document, on replace bien cette problématique de dépollution dans le cas où on en a besoin. Donc, on replace bien la problématique plus globale de réduction des flux dans le domaine de la gestion des eaux pluviales. Et l'échelle, ça c'est important, on est à l'échelle du projet. Donc, on n'est pas à l'échelle de la parcelle chez le particulier, on n'est pas non plus à l'échelle du quartier ou de la ville ou d'un sage, on est vraiment à l'échelle d'un projet. Donc, on a commencé les discussions à la P16E en 2014. On a fait une réunion de faisabilité, donc on a réuni les experts en janvier 2015 pour se poser la question, si on allait continuer. Et oui, de manière unanime, on a décidé que ce sujet en fait mobilisait beaucoup de monde. On voyait qu'il y avait beaucoup d'intérêt. Et donc on a lancé un groupe d'experts avec le premier objectif qui est de rédiger un fascicule documentaire. Donc un fascicule documentaire, c'est pas une norme, il n'y a pas de caractère obligatoire. C'est bien la présentation de l'état de l'art et une liste de bonnes pratiques. Et on s'est réunis 3 ou 4 fois par an depuis 2015. Et on a fait un choix qui n'était pas du tout obligatoire. On a fait un choix de lancer le document en enquête publique pour permettre à toutes les personnes qui n'avaient pas participé aux réunions de travail, qui voulaient s'exprimer sur le document, pour leur permettre de le faire. Et on a eu énormément de commentaires, ce qui montre l'intérêt pour le sujet. Qui était présent? Alors, j'ai fait un tri, là, j'ai repris en fait les comptes rendus des réunions et j'ai pointé les personnes qui étaient là au moins 2 ou 3 fois. Je n'ai pas mis ceux qui étaient là juste venus pour voir le sujet. Donc, on a un grand tiers, c'est des industriels. Un grand tiers, c'est des bureaux d'études, des organismes de recherche. Et un petit tiers, exploitants et services de l'État et agences de l'eau. Des profils très, très variés. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui dans le document? On retrouve... J'ai fait une sélection, j'ai pris quelques parties que je vais vous présenter, mais principalement des caractéristiques des eaux de ruissellement, des processus qu'on peut utiliser pour l'abattement des pollutions et leur mise en œuvre dans des technologies, quelques lignes directrices pour l'exploitation que je ne vous présente pas aujourd'hui, et quelques lignes directrices pour l'évaluation des performances. Alors, les caractéristiques des eaux de ruissellement, je crois qu'on l'a entendu de nombreuses fois hier et aujourd'hui, elles présentent des concentrations qui sont très variables. Donc là, vous avez les différentes espèces à gauche, vous avez les eaux de voirie et les eaux de toiture, et on voit pour certaines espèces que
qu'on peut aller quand même jusqu'à plusieurs logs de différence dans les concentrations. Sur ces différentes concentrations, on a rajouté récemment, à la suite de l'enquête publique, les normes de qualité environnementale, pour se donner une idée finalement par rapport à des rejets qui sont concernés par les normes de qualité environnementale, où on se positionne. Et on voit que dans certains cas, on a des concentrations qui sont largement supérieures à ces normes de qualité environnementale. J'ai oublié de dire donc cette compilation de données, c'est à la fois des données intersites et des données d'un même site, mais de différents événements pluvieux. Et je dirais c'est un peu toute la difficulté de l'exercice, cette variabilité. Il semblerait que ce soit la durée du temps sec, en fait, qui soit un des facteurs prédominants dans les concentrations et la caractéristique de l'événement pluvieux. On voit quelques particularités dans la région parisienne, notamment avec les toitures métalliques tout à fait à droite, avec des concentrations particulièrement élevées dans les eaux de ruissellement. Si on s'intéresse aux solutions pour la dépollution, on s'est intéressé forcément pour ces espèces à la façon dont elles sont présentes dans les matrices. Et là, en l'occurrence, on s'est intéressé à ce qu'elles sont particulières, collées à des matières en suspension, ou est-ce qu'elles sont dissous. Avec bien entendu derrière des solutions en termes d'abattement qui vont différer. Alors, j'insiste là-dessus. On est toujours en phase de dépouillement, c'est-à-dire qu'on est toujours en phase de modification du document et d'intégration des remarques. On a encore une réunion vendredi ensemble sur le sujet. Donc, je ne peux pas garantir que ce que je vous présente actuellement sera dans le document. Mais a priori, cette partie a déjà été validée. Donc, j'ai laissé cette phrase sur toute la suite de la présentation, parce qu'encore une fois, le document va probablement encore un peu évoluer. Alors, quels sont les processus de traitement qui sont disponibles pour la dépollution des eaux de ruissellement? On a du dégrillage, tamisage, on a de la flottation, on a de la coalescence, on a de la décantation, on a de la sorption. L'absorption, c'est probablement le phénomène qui est le plus important, notamment, on parlait tout à l'heure de noues et de terre végétale. Donc, soit c'est collé en surface et c'est de l'absorption, soit ça rentre et c'est de l'adsorption. Il y a la filtration, bien entendu, avec ces problèmes de porosité et une perte de charge qui est liée au colmatage. Et il y a la biodégradation. Alors, il y en a beaucoup d'autres. Et j'en ai vu quelques-uns hier ici. On a fait une sélection, en fait, qui est un retour d'expérience sur le terrain. Parce que les processus dont on parle, les technologies, c'est des choses qui sont déjà en place en France. C'est que dans le domaine des eaux pluviales, dans le domaine d'une gestion décentralisée, il y a un effort en termes d'exploitation qui est relativement faible par rapport à d'autres équipements. Et de toute manière, il est assez peu probable qu'on accepte de passer plus de 2 fois par an. Donc c'est pour ça qu'ici, vous ne voyez pas qu'on ferait classiquement la coagulation. On peut imaginer de l'ozonation, on peut imaginer du traitement UV. Les processus qu'on a retenus, c'est des processus qui permettent de mettre en œuvre des technologies qui sont assez peu exigeantes en termes d'exploitation. Donc si je prends ces processus et que je les mets en œuvre, on retrouve le dégrilleur qui reste important au fait pour protéger tous les équipements justement et éviter la pollution visuelle par les macrodéchets. Les techniques de flottation. Le séparateur de liquide léger, alors lui, il a fait l'objet de très longs débats parce qu'en fait, aujourd'hui, on en met un peu partout et il n'est pas adapté pour le traitement des faibles concentrations. Donc, on a retenu le produit, mais on reprécise bien son domaine d'application. C'est un équipement qui est fait pour les pollutions accidentelles et qui est destiné à des stations-service, qui est obligatoire d'ailleurs, aux stations de stations-service, dans les aires de lavage, dans les casses auto, dans les garages. Il y a une liste réglementaire en fait pour laquelle on l'utilise. La décantation lamellaire, donc ça c'est des équipements qui ont plutôt le vent en poupe actuellement. Donc on va faire passer l'eau à travers des faisceaux de lamelles pour. Là c'est l'exemple plus courant dans le domaine des eaux pluviales. On est à contre-courant, donc l'eau passe par le bas et ressort en haut, et les particules elles descendent bien entendu. La décantation hydrodynamique, donc là il y a quelques centaines de pièces par an qui sont installées en France. C'est un équipement qui est un peu plus compact. On va faire tourner l'eau en fait pour accélérer la sédimentation. J'ai pas illustré la décantation simple, mais un bassin bien entendu fait aussi office de décanteur. La filtration.
Donc la filtration, elle peut être mise en œuvre après un autre équipement, mais elle peut être utilisée seule aussi, avec des façons assez variées de la mettre en œuvre. Ça peut être une paroi verticale, ça peut être une paroi verticale qui n'est pas pleine pour permettre le bypass par le dessus, ou ça peut être une paroi qui est horizontale, hein, où on peut passer d'ailleurs par le dessous ou par le dessus. Dans le document, on parle de médias, mais les médias qui sont utilisés pour la filtration sont très variés, hein. On a de la zéolite, on a des oxydes de fer, on a des sables, on a des textiles. Chacun a sa petite recette. On a beaucoup travaillé sur les filtres plantés de roseau, avec des longs retours d'expérience sur des équipements qui sont utilisés notamment sur les eaux de ruissellement de milieux routiers et autoroutiers. Et puis les noues, la partie noue a été aussi largement abordée par l'IFSTAR et le LESU notamment. Alors c'est marqué noues filtrantes étanches, c'est pas uniquement les noues filtrantes étanches. On a des versions avec infiltration aussi. Donc simplement, en termes de ligne directrice pour l'évaluation des performances, on n'aborde pas le protocole complet de comment on va évaluer les performances. C'est un choix qui a été fait parce qu'il aurait fallu repartir pour une période de 3 ou 5 ans en fait, d'échanges et de discussions entre spécialistes. Donc le choix a été fait de figer le document pour sortir simplement quelques lignes directrices et on recrée derrière des groupes de travail sur le sujet. Donc on dit simplement, ça peut être fait à partir de la modélisation 3D. Alors là, j'ai triché parce qu'en fait, ces graphiques ne sont pas à cette place, ils sont bien dans le document, mais j'ai triché parce qu'en fait, les calculs théoriques, c'est aujourd'hui ce qui est le plus utilisé en fait, hein, quand on veut dimensionner, quand on veut évaluer la performance, notamment pour la partie décantation. Ça s'estime à partir des vitesses de chute qui sont en dessous et du temps de séjour et de la forme du bassin. C'est ce qui se pratique aujourd'hui. C'est pour ça que je me suis permis de tricher quand même pour l'illustrer. À 99% des cas, quand on met un équipement de dépollution à l'échelle d'un projet, hein, il n'y a pas réellement d'étude, il y a juste un dimensionnement qui est fait sur les abacs qui permet de choisir la taille d'un équipement ou sa surface. C'est important parce que dans ce groupe de travail, on s'est rendu compte que les règles utilisées, notamment pour la partie décantation, les règles qui se basent en fait sur la granulométrie qu'on trouve dans les eaux pluviales, c'est basé sur la bibliographie des années 90 et a priori, il y aurait une large sous-estimation des particules fines. Et le fait qu'on confronte quelques dizaines d'études en matière de granulométrie, et notamment des données récentes, il semblerait qu'aujourd'hui, l'état de l'art, l'usage, soit quand même de largement sous-dimensionner les particules fines présentes dans les eaux pluviales. Et bien entendu, la sacro-sainte évolution au labo et in situ, il y a déjà quand même un certain nombre d'équipements que vous pouvez trouver sur le marché qui ont fait l'objet de tests en fait, mais qui ont fait l'objet de tests à l'étranger. Notamment, je pense en Allemagne, il y a des obligations en fait, hein, avec des obligations de performance où on passe des composés avec des concentrations, avec des granulométriques connues, et on calcule un abattement comme ça, hein, mais sur un type, sur une matrice donnée. Simplement les perspectives, les perspectives, c'est la publication de ce fascicule documentaire avant la fin de l'année. Et puis, le groupe, en fait, il est très dynamique, hein, il y a toujours beaucoup de contributions. Les deux sujets suivants sur lesquels on va travailler, c'est l'exploitation et l'évaluation des performances. Mais là, on est reparti pour quelques années. Voilà, je vous remercie. Merci Cédric, donc c'est assez clair. Moi, je vais terminer par une présentation sur les règles de la construction en fait, liées à l'assainissement, pour compléter un peu je dirais ce qui a été dit par un chercheur qui a travaillé sur les noues, quelqu'un qui représente un groupe de travail sur l'évaluation dans le cadre d'un FD, qui est intéressant. Je voulais, alors, il y a toujours des débats au niveau du GE7 hein, sur le contour comme l'a dit Cédric, sur le contour de la norme. Nous, en tant que CSTB, ce qui nous importe, c'est que le document soit, enfin notre position à nous, c'est que le document donne une certaine justesse technique et qu'il n'y ait pas de notion je dirais, de mauvaise interprétation du document. Donc là, on est en discussion et je voulais quand même rapporter quelques éléments qui sont en discussion sur comment on peut distinguer entre des filières qui seraient à base de nous et d'autres qui seraient industrialisées. Je me repose sur le travail qui a été proposé par Le Gray dans le cadre de ce groupe. Et en fait, ces solutions techniques de gestion à la source, elles peuvent être distinguées en deux éléments. Alors là, j'ai mis un slide pour dire qui est le CSTB, ça vous allez le lire assez rapidement, établissement public, dont l'objectif est de garantir la qualité de la construction. Voilà, c'est un peu notre génétique. On est placé sous l'autorité du ministère de la Construction et on se doit de
d'apporter, de contribuer dans une logique de pérennité d'ouvrage et de stabilité d'ouvrage et d'usage. C'est pour ça que je voulais rappeler ces éléments-là, mais c'est juste une parenthèse. Pour revenir sur ces questions de gestion, parce qu'il y a deux approches, il y a la technique, je dirais nous, d'infiltration, et l'approche un peu plus industrielle. Et en fait, dans cette gestion décentralisée, quelques rappels, j'ai repris le terme qui a été proposé par Élodie Brelot du Gré, hein, c'est le terme générique de techniques alternatives aux tout tuyaux, ou solutions compensatoires, ou encore, pour une partie d'entre elles, solutions fondées sur la nature. C'est des éléments extrêmement importants. Par opposition, en fait, à une gestion centralisée, collective, à l'échelle de la ville ou d'un bassin versant. On parle aussi de gestion des eaux dans le périmètre du projet d'aménagement. Là-dessus, on s'accorde que c'est le bon territoire de travail pour ce genre d'approche. Généralement suffisante pour protéger les milieux récepteurs de la pollution souterraine ou sous-surface. Donc, il y a une logique de gestion des flux d'eau et une limitation de la mobilisation de la pollution et la concentration des flux. Et en fait, on aboutit à un abattement des volumes et par voie de conséquence pour certaines sur la pollution. D'autres ont une vocation purement de traitement. Donc du coup, l'eau de ruissellement plus ou moins chargée de la pollution, on l'a défini comme des choses qui peuvent être fonction du rapport surface collectée sur surface d'ouvrage, hein, sur des modalités de transport et de collecte, ça c'est évident, il fallait quand même le dire, et les activités dues à ces surfaces, notamment trafic dense et secteurs à fort risque accidentel. Donc là, c'est pour poser un petit peu la problématique sur ces gestions décentralisées des eaux. Par opposition à ces techniques, je dirais qui ont une vocation hydraulique et qui ont une conséquence, je dirais, épuratoire, on a des propositions qui sont faites dans le GE7, c'est de traiter les filières décentralisées de dépollution des eaux. Ce qui était proposé, c'est de dire que lorsqu'une gestion complète des eaux pluviales à la source n'est pas possible, alors on peut faire appel à des techniques de dépollution. L'idée, c'est de dire, à la source, d'abord on infiltre, on essaie de gérer l'eau qui arrive, et évidemment, les techniques de dépollution ne viennent gérer que des problématiques de dépollution, mais elles ne sont pas là pour remplacer les filières, je dirais, qui sont le réceptacle de cette eau qui tombe tout de suite sur l'aménagement. Ces filières de dépollution sont des ouvrages techniques conçus et dimensionnés pour le traitement des eaux de ruissellement. Elles nécessitent, comme l'a dit Cédric, hein, une exploitation plus importante que les nous, hein, il ne faut pas se tromper. Alors, ça peut se mettre en place, c'est pas mal, mais il faut quand même le prendre en compte dans le raisonnement. La gestion centralisée des eaux pluviales mobilise donc d'une part les solutions de gestion des eaux pluviales à la source et d'autre part, le cas échéant, c'est important de dire que d'abord on gère le flux et après on va traiter des filières centralisées de dépollution des eaux de ruissellement. Et moi, j'ai rajouté un élément, parce que je suis un gars du bâtiment, c'est de dire pas de dépollution. On n'imagine pas mettre des traitements à ce jour, à moins qu'il y ait de dépollution à l'échelle de la parcelle. À moins que ce soit une méga parcelle. Je citerai quand même une toiture métallique. Oui, mais ok, mais on va pas traiter. Ouais, enfin, on peut en parler, mais aujourd'hui, la logique, c'est de dire on essaye de. Parce que derrière, si on fait ça, il y a une système de filtration, il faut changer les filtres. Ça peut compliquer la logique du bâtiment. C'est pas forcément évident. Alors, j'essaie de caser un petit peu les différentes échelles de travail, hein. Il y a le domaine privé, pour faire simple, le bâtiment et sa parcelle. Dans le bâtiment, c'est les toitures végétalisées, qui sont le plus commun en termes de gestion à l'environnement de l'eau. Après, vous avez dans le domaine privé des techniques qui peuvent être mises à la parcelle pour gérer cette problématique hydraulique. Et après, vous avez ce qu'on appelle la gestion à l'échelle du projet d'aménagement sur un secteur beaucoup plus large et qui nécessite des données, et que c'est plus souvent en domaine public. Parfois, ça peut être des domaines privés, mais la logique, c'est plutôt un domaine plus large que la parcelle d'un immeuble ou d'un bâtiment. Donc, état la technique, ça, c'est notre vision. Alors, encore une fois, c'est une vision de gens de la construction, hein. Là-dessus, c'est nous, quand on regarde un sujet, on le regarde sur le plan, encore une fois, de la pérennité, de la stabilité de l'usage, et quels sont les documents qui nous permettent de juger de la maturité d'une technique. Il y a la littérature scientifique qui dit des choses, mais il y a le retour terrain et ce qui est codifié en termes de documents de référence qui nous permettent d'apprécier cette maturité. Au niveau du bâtiment, vous avez les toitures végétalisées que vous connaissez. Nous avons un DTU qui dit comment on doit faire attention lorsqu'on a une toiture végétalisée pour que le bâtiment soit étanche et tienne mécaniquement. Se rajoutent des règles pro qui ont été faites par les professionnels d'ailleurs pour concevoir les toitures en termes d'entretien, d'exploitation, tout ce qui est végétalisé. Donc, il y a des règles qui sont d'ailleurs acceptées par les assureurs. Vous avez en parlé avec ça des spécificités pour les produits. Donc là, on va regarder dans le cas des ATEX et les avis techniques, tout ce qui est tenue structurelle des toitures végétalisées. Et en fait, ce qui manque dans cette approche aujourd'hui,
parce qu'aujourd'hui, on voit des collectivités qui dimensionnent par rapport à les toitures. C'est bien, mais encore faut-il qu'elles puissent avoir la bonne information sur l'hydraulique, mais à long terme. Parce qu'avoir l'hydraulique dans le mois dans l'année, c'est bien, mais quelle est la pérennité de l'hydraulique sur un long cours? Et ça, c'est une question que nous, on doit répondre dans le cas des avis techniques. Également, il y a d'autres problématiques qui viennent s'ajouter, qui sont plus, je dirais pas à la mode, parce que c'est une vraie problématique. Il y a la question sanitaire des moustiques. Lorsqu'on on a des zones de stagnation d'eau, on peut être embêté pour des raisons de prolifération. Et on sait que le moustique adore les hommes. Il aime bien, et les femmes aussi d'ailleurs, il tape en dessous je dirais le genou. Et il aime bien lorsque l'eau stagne entre 3 et 5 jours. Donc, c'est des questions qui se posent aux gens du bâtiment pour comment gérer cette eau pour éviter cette prolifération. Bien ensuite, les structures qui sont proposées dans les différents fascicules sont 10 ou guides sol, hein, notamment vous avez les chaussées, la structure de réservoir, bassin de rétention à ciel ouvert et bassin de rétention enterré. Dans ce cas-là, il y a un document de référence qui est le fascicule 110 et qui décrit très bien ces techniques-là, hein, en termes de stabilité, pérennité, usage. Donc là-dessus viennent s'ajouter le cas échéant des avis techniques pour les produits, mais pas pour tout d'ailleurs. Vous avez le guide sol qui parle des différents ces documents que vous pouvez télécharger qui sont gratuits. Hein. Ça sert vraiment à choisir. Le maître d'ouvrage peut utiliser ces documents pour faire le choix de ces techniques. Vous avez également le guide sol et éventuellement les avis techniques associés qui dit comment on aborde la mise en œuvre et l'entretien de ces structures-là. Et enfin, vous avez tout ce qui est fossé, tranchées, drainage et puits d'infiltration, qui aujourd'hui sont dans le fascicule 110, mais il n'y a pas de document aujourd'hui de construction. Et là, ça serait ce que j'ai mis en rouge, c'est les éléments qui manqueraient. Et là-dessus, il y a peut-être un besoin de codifier un peu plus, de manière générale, l'art et la manière de poser un fossé, une tranchée d'épandage, et sortir un petit peu de la littérature scientifique, elle est pléthore, mais donner des documents opérationnels en termes de construction. Enfin, nous, c'est comme ça qu'on le vit. Et dernier point, il y a ce qu'on appelle les techniques, aujourd'hui le sujet à la mode, enfin le sujet, pas à la mode, mais le sujet qui est en vogue, enfin qui est aujourd'hui prégnant, c'est la volonté de vouloir traiter les eaux usées, qui est d'ailleurs très noble. Hein. Nous, le constat qu'on fait, c'est un sujet qui est la maturité, même s'il y a beaucoup de technos qui sont mises en œuvre, globalement, la maturité est assez faible. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait un fascicule de documentation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on tâtonne. En France. Non, mais moi, je parle là, fascicule 110, c'est pour la France. Je ne dis pas que d'autres pays sont plus en avance. Mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est que les techniques sont aujourd'hui faible maturité technique. Il y a besoin de les codifier. On commence par un fascicule, c'est très bien. Il faut peut-être que le fascicule se cantonne sur ce qu'il peut dire et éviter de dire ce qu'il ne peut pas dire, en fait. C'est un peu ça la couture qu'on doit avoir dans ce document-là. Donc, ce projet, nous, on participe. On n'est pas toujours d'accord avec le contenu. Il peut y avoir du frottement. Mais l'idée, quand même, c'est qu'au final, on a un document qui soit lisible pour le maître d'ouvrage, la collectivité et pour tous les acteurs de la construction, qu'il n'y ait pas de mauvais message. En fait, c'est ça notre souci, en fait. C'est qu'on cherche à bien définir. Et surtout, je dis ne pas confondre fascicule de marché public et fascicule de FD. Un FD, c'est une norme, un état de l'art relativement mou sur le plan de codificatif. Un fascicule de marché public, c'est ce que les collectivités utilisent pour faire leur achat public. Je pense que c'est important de le rappeler. Alors, forcément, là-dessus, il y a le sinistre qui peut guetter. Hein. Alors, ce n'est pas le même dans le domaine privé que dans le domaine public. Hein. Il y a toujours un cadre assurantiel. Dans le cas du privé bâtiment parcelle, on est forcément tenu par des règles. Le maître d'ouvrage étant incompétent, c'est pas une collectivité, c'est un monsieur tout le monde qui a un immeuble ou qui a une maison. Il est aidé par le cadre assurantiel qui oblige les techniques à avoir le moins de sinistres possible. Et donc là-dessus, on a des obligations assurantielles. La dommage ouvrage pour le maître d'ouvrage privé, qui est obligatoire même s'il ne la prend pas, est obligatoire, et la décennale pour les opérateurs économiques. Les constructeurs notamment, bureaux d'études ou entreprises de pose. Et les EPERS dans le cas de produits destinés à la construction. Donc ça, c'est le cadre assez clair, bâtiment, parcelle. Après, vous avez le domaine public. La garantie sociale n'est pas obligatoire. Par contre, moi, j'invite les collectivités à la prendre, cette dommage ouvrage, parce que ça leur permet, en cas de sinistre, en cas de problème, de tout de suite faire appel à l'assureur et demander la réparation des travaux immédiatement, et ce qui permet après l'assureur de la dommage ouvrage va venir embêter les constructeurs pour réparer le truc. Et donc, c'est un élément qui est pas... C'est dommage parce que c'est un outil qui est très puissant, mais qui n'est pas forcément utilisé. Donc, moi, j'invite les gens à le prévoir dans leur marché pour qu'ils puissent être protégés lorsqu'il y a une malfaçon ou un problème qui peut se poser. Et donc, les assureurs, eux, ont tendance à plutôt, derrière, à assurer des techniques qui sont les plus stables possibles. Ils vont regarder le fascicule, ils vont regarder différents points, et donc, ils vont coter le risque par rapport à ça. Donc, c'est important pour la collectivité. Autre document important qui est oublié souvent, c'est la fameuse recommandation T99. C'est l'art et la manière d'acheter des produits dans le cadre des normes ou équivalents.
C'est une façon de protéger les collectivités sur l'achat public. C'est pas obligatoire, elle fait ce qu'elle veut, elle est libre de son marché. Par contre, ça donne un cadre et ça permet d'aborder cette question de l'achat de manière la plus stable possible. Dernier point là c'est mon métier, c'est la construction d'ouvrages en termes d'évaluation de l'ouvrage. Dans le GE7, j'ai pas forcément les mêmes visions que d'autres sur cette notion d'évaluation. Pour moi, les choses qui sont les techniques traditionnelles sont couvertes par des normes de construction. Dans le cas de marchés privés, ça va être des DTU qui vont fixer, qui vont dire voilà comment vous devez construire. Et dans les cas des marchés publics, ça va être les fascicules de marché public. Parallèlement à ça, vous avez des approches au cas par cas lorsque c'est innovant. La CCFAT délivre des documents qu'elle évalue, enfin des techniques qu'elle évalue au cas par cas, parce qu'on n'est pas capable aujourd'hui d'avoir une évaluation globale comme on pourrait le faire sur les techniques qui sont stabilisées. C'est pour ça que ça a été fait. Lorsque c'est relativement bien maîtrisé, on va faire un document général, on a un retour intéressant, donc on va faire un document complet. Lorsque c'est pas stabilisé, on va voir ça au cas par cas et ça permet de s'assurer de la bonne construction. Et je termine dans 2 secondes. Bon, c'est des éléments qui sont également couverts par les assurances. Point important, je termine, après je vous ferai une question. Ce qu'il faut savoir, c'est que les exigences, quand on fait des documents de construction, encore une fois, les exigences des documents de construction ont la priorité sur les spécifications proposées par les normes produits. On peut très bien avoir des normes produits, mais qui ne correspondent pas aux ouvrages qu'on veut construire. Donc, quand on fait des règles de l'art, fascicules ou autre approche, il faut qu'on prenne compte de cette approche en disant la norme qui existe, elle est bien, donc je la codifie, je la prends, mais si elle n'est pas bien, je la complète. Ça, c'est extrêmement important. Deuxième point, on parle aujourd'hui d'ETV. Je suis mandaté pour l'ETV, donc nous on le fait. Les F2S, c'est les approches environnementales. C'est bien, mais ça ne donne pas d'informations sur l'ouvrage. Ça donne une allégation environnementale sur le produit. Mais ça ne fait pas un ouvrage. Et donc, le risque, c'est qu'on puisse confondre ces outils-là avec une approche, je dirais, de construction, comme le souhaiteraient les maîtres d'ouvrage qui attendent un ouvrage périn, stable et avec un usage simple. Et après, enfin, lorsqu'on dit que les simulations numériques CFD permettent d'évaluer, moi en tant qu'évaluateur professionnel depuis plus de 25 ans, non, aujourd'hui, les règles d'évaluation, elles sont soit collégiales à travers un groupe d'experts, soit à travers des méthodes expérimentales qui sont toujours partagées à travers un groupe d'experts, mais jamais on ne peut évaluer une performance au sens attendu d'un ouvrage avec une CFD, lorsque les CFD, c'est l'approche volume fini. Pour les écoulements, sachant que on peut toujours faire une conception d'un produit avec une CFD, un industriel peut très bien concevoir un produit avec ça, il n'y a pas de problème. Par contre, annoncer que c'est une évaluation, cela pose un problème, je dirais, intellectuel pour l'évaluateur. Donc, c'est un point qui est un peu divergent là-dessus, dans le cas du GE7. Voilà, merci pour votre attention. Je vais reprendre la première question de monsieur. Normalement, alors, je dis pas que... Pardon? Oui, pardon, on me demande si les DTU sont associés au domaine privé. Normalement, vous pouvez les utiliser en domaine public. Mais la destination, au départ, elle est pour le maître d'ouvrage privé qui doit acheter un ouvrage dans le cas d'un marché privé, en fait. C'est pour ça que souvent, on n'a pas de DTU dans les marchés publics. Il n'y a pas de DTU mais pour des constructions d'immobilière. Mais dans les fascicules de marché public, il n'y a pas de DTU, en fait. Oui, mais je veux dire, le document de base, vous faites référence en tant que document, mais la logique de la construction, elle est faite par rapport au domaine privé, en fait. C'est dans ce sens-là. Je ne dis pas que les DTU ne peut pas être utilisé en marché public, parce que c'est des normes quand même. Par contre, la construction, enfin, le référentiel de construction, c'est le marché privé. C'est ça. Et d'ailleurs. Alors, il y a une question pour Alexandre qui a été posée à 2h20. Avez-vous mesuré la perméabilité des noues? Oui, ça c'est. Oui, on a effectivement fait de l'infiltrométrie. Et les résultats sont disponibles dans les références que j'ai indiquées. Hein. Mais on est de l'ordre de 10-5 à 10-6 mètres par seconde. Oui, c'est un sol qu'on connaît bien, qui a servi à faire des travaux de recherche, notamment sur l'assainissement non collectif. C'est un sol qu'on connaît bien, qui est calibré en fait. C'est un sol qui est autour de 50, pour ceux qui connaissent le Porcher, entre 50 et 100 mm par heure. Je ne sais pas si ça parle le Porcher pour certains. Et donc, c'est des sols qui sont
c'est intéressant en termes de recherche. Il y a un deuxième volet à la question concernant les distances par rapport Oui, alors, il y a une question également pour Alexandre. Quelle distance préconisez-vous entre les zones d'infiltration tranchées filtrantes et des caves de maisons individuelles ou vieux bâtiments type église? Ça rejoint la question que j'ai soulevée tout à l'heure. Besoin d'un document de codification constructive pour ces équipements-là. On n'a pas la réponse aujourd'hui. Il faudrait la construire collectivement pour donner une règle, en fait. On peut vous donner notre avis, mais ça n'a pas de sens tout seul. Enfin, on peut dire c'est 5 mètres parce qu'on a des références, mais je pense que c'est un point qui fait partie de la réflexion qu'on a eue sur le besoin de codifier la mise en œuvre de ces techniques-là à l'échelle de l'entreprise et la construction, en fait. On a quand même subi des sécheresses qui fait qu'on a des mouvements d'argile du fait de l'assèchement des sous-sols. Donc, à un moment donné, je me demande si on se pose vraiment la bonne question de savoir est-ce qu'on va mettre trop loin, mais en fait, on va peut-être des fois pas mettre si loin que ça en fait les filtrations pour éviter. Vous soulevez une grande question que nous, au CCB, on essaie de traiter, c'est infiltrer à la parcelle ou infiltrer en zone. Vous pouvez avoir un phénomène où vous augmentez les nappes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un phénomène de surcharge de nappes qui fait que ces nappes peuvent venir perturber les fondations. Donc il y a un équilibre, normalement, il y a un équilibre à trouver entre l'endroit où on met la noue et l'enjeu hydrodynamique ou hydraulique de la situation, en fait, la nature du sol. Et ça, pour le faire, il faut arriver à un document spécifique, en fait. Je suis d'accord, hein, c'est une vraie question, mais aujourd'hui, on n'a pas la réponse. Elle n'est pas codifiée. Et ça, pour le codifier, il faudrait le faire collectivement, dire, voilà, on met nous, mais à quel endroit on la met? Voilà. Un peu comme en DTU qu'on a vu ce matin sur les ANC, en fait. On va avoir la même démarche. Question suivante. Oui, Alexandre. Question à M. Fagot, donc animateur du JEC. Vas-y, pardon. En quoi, en fait, le document, le fascicule, c'est un descriptif de plusieurs techniques disponibles aujourd'hui sur le marché. Qu'est-ce qui me garantit aujourd'hui que ces techniques répondent vraiment à leur fonction? Alors, aujourd'hui, on a synthétisé les différentes contributions dans un référentiel technique qui est le plus complet en français existant. Je dis ça parce que j'entends qu'au niveau évaluation, on n'est pas tout à fait d'accord avec Abdel. Par contre, on n'a pas de garantie en fait sur les performances des équipements. Et donc, dans une dernière phase de déploiement, on va regarder les valeurs quelques valeurs qui sont affichées. Parce que pour un certain nombre de fabricants, il y a des tests complets qui sont déjà faits par des protocoles normalisés et qui sont d'ailleurs repris par le CSTB quand il faut faire un avis technique. Il va prendre les valeurs d'évaluation de ces tests parce que voilà, c'est ce qui se fait actuellement, notamment pour mettre des produits sur le marché allemand. Il faut un minimum de 96% d'abattement des matières en suspension dans le cadre d'un protocole donné avec une granulométrie donnée. Hein. Donc c'est vrai que la réalité du terrain, elle est toujours un petit peu différente. Hein. Mais donc, il y a un certain nombre d'équipements qui bénéficient déjà de certification et de tests par des organismes reconnus. Alors, je peux répondre sur le CSTB parce qu'on parle du CSTB. Nous, CSTB, on évalue. Dans le cas d'avis technique, l'opérateur amène des informations et que le groupe d'experts, certains sont membres du groupe, là, donc ils vont laisser ces dossiers-là. On évalue, mais jamais on ne donne un semblant sur un essai. Un essai, c'est un mode de preuve. Souvent, on met un coefficient de sécurité sur l'essai quand il nous paraît pas robuste, mais jamais on ne reconnaît de protocole d'essai qui ne serait pas normalisé correctement. On l'utilise comme élément justificatif. En l'occurrence, le DIBT, vous ne le décrivez pas. Il y a d'autres structures sérieuses en Europe que le CSTB. Ah non, mais bien sûr, je dis juste que non, mais bien sûr, le DIBT, nous, on vise les ouvrages français, donc on prend en compte les contraintes que l'on a et on regarde le dossier on a souvent cette question-là, mais on ne reconnaît pas de fait les essais qui sont faits à l'étranger. On regarde quelle est la pertinence et à travers la commission d'experts qui travaille là-dessus, c'est la commission qui est maîtresse de la décision par rapport à ça. Mais de là à dire que tout de suite, on reconnaît de documents qui sont faits à l'étranger, la réponse est non. Il faudrait peut-être se poser la question, est-ce qu'on les multiplie pas, ces procédures? Encore une fois, il y a des différences entre un industriel qui fait ses tests sur sa plateforme et la différence entre un industriel qui fait une démarche en fait, de validation et de certification de son équipement dans un organisme qui est sérieux. Je ne fais pas spécialement la pub
pour le CSTB, mais pour le DIBT, pardon, il y a d'autres équipementiers qui ont des structures mondiales et qui ont fait des tests au Canada et aux États-Unis. Il y a aussi des tests qui existent. Donc pour certains fabricants, vous avez des garanties de fonctionnement dans des conditions d'utilisation données. La question est ouverte. La question elle est ouverte. En fait, vous allez avoir des réponses différentes, mais nous, on aimerait avancer vers quelque chose qui permette d'avoir un vrai référentiel. Alexandre, si tu dois choisir sur une application donnée parmi différentes technologies, tu as besoin d'avoir des critères assez objectifs en fait en termes de performance pour une application donnée, attention, je le précise bien. Et donc, ça serait quand même l'idée. Aujourd'hui, c'est clair, on n'est pas arrivé à ce stade-là au sein du GE7, c'est clair, même si c'était une ambition au départ, mais on n'est pas arrivé, mais on veut continuer à avancer sur le sujet. Oui. Là-dessus, Cédric, nous là-dessus, on n'a pas le fait qu'une norme parle de ça, ça ne nous gêne pas. Ce qui nous a gêné, c'est le côté faux de dire qu'une simulation numérique vaut évaluation. Mais non. C'est ça qui nous heurte en fait, c'est trouver des mots, des éléments qu'on dise que la modélisation d'énergie dans mon transport sert d'élément de preuve dans le cadre d'une évaluation, je veux bien l'entendre. Mais dès là dire que ça vaut évaluation, c'est extrêmement gênant quoi, intellectuellement. C'est un sujet qui est débattu ce vendredi. Ça promet, hein. Non, mais... En commission de dépouillement, vendredi matin. Il y a différents experts en fait qui ne partagent pas tous le même avis, et heureusement. Et donc voilà, c'est le sujet de vendredi matin. Est-ce qu'il y a des questions en ligne supplémentaires? C'est le chat, non? Ouais, là. Ouais. Non, on a encore sur les nous. Alors, on me pose une question. Il a été dit que le média filtrant utilisé pour la noue de filtration est spécifique aux polluants étudiés. Quel est ce média? Ça, c'est pour Alexandre. Deuxième question. Quelle est l'efficacité par rapport à une noue classique sur d'autres polluants sous forme particulière qui sont majoritairement dans les eaux pluviales? Alors, le média filtrant utilisé, c'était un sable, tout simplement. Un sable avec une granulométrie entre 500 microns et puis 1 millimètre. Alors, quelle est l'efficacité par rapport à une noue classique sur d'autres polluants sous forme particulière? Ah oui, donc là, moi, j'ai également pu, là, j'ai pas présenté les résultats, mais j'ai également pu évaluer du coup l'efficacité de mes deux systèmes par rapport à l'abattement des matières en suspension. Et là, par contre, les deux systèmes étaient quasiment proches en termes d'abattement, avec de très bons abattements au niveau des MES, de l'ordre de 90%. Oui. Mais là, ces systèmes, nous, ils sont connus depuis les années 90 pour bien fonctionner, en tout cas au niveau de la sédimentation et de l'abattement par sédimentation. Pardon. Oui. Merci. Pour terminer sur ce qui a été dit sur le vendredi, il faut savoir qu'une norme, même un FD, c'est basé sur le consensus technique. Il faut qu'on soit d'accord. Donc la notion de vote n'a pas lieu dans une commission de normalisation. La définition du consensus, c'est l'absence d'opposition ferme. Donc c'est parfois sportif depuis. Non, mais je rappelle les règles de la FNOR. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Bon, il est 15h. Oui, bah, j'ai mis les références. Vous avez eu le temps de remettre la... Il y a certains articles qui ne sont pas disponibles parce qu'ils sont payants. Mais par contre, mon manuscrit de thèse, lui, il est disponible gratuitement. Et vous avez tout dans le manuscrit de thèse. Par contre, le dernier article qui est lui qui traite des performances environnementales, là, il est pas en open access, quoi. C'est lequel Alors, on me demandait où pouvait. Est-ce que mes travaux étaient disponibles? Bah, normalement, oui. La thèse, oui. La première référence que vous voyez là à l'écran tout en haut. Ah, vous voyez rien? Je vais peut-être partager l'écran. C'est bon?
partagée là, ouais. Oui, celle qui est tout en haut, elle est disponible. Hein, vous pouvez la télécharger sans problème. Et il y a la troisième aussi qui est gratuite. Mais les deux articles en anglais, en fait, eux, ils sont payants, quoi. Et la dernière référence, en fait, c'est un article qui fait la synthèse de ce que je vous ai présenté, là, des performances épuratoires. Mais là, il n'est pas disponible gratuitement. Merci. Merci à tous. Bon Et retour. bon, merci, à bientôt.